Alors, bonjour Émile Bravo. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui et j'ai plein de questions pour vous. La première, c'était quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené au dessin, à la BD, à la jeunesse, ce genre de choses? Ouh là là. Grande question. Non, mais je pense que j'y suis venu de manière très naturelle, en fait, comme je dis souvent. Parce que voilà, j'ai toujours aimé me raconter des histoires en dessinant depuis tout petit. Et donc voilà, puis un jour j'ai appris que c'était un métier, donc voilà, je me suis lancé. Mais j'ai pas, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école de dessin. Donc voilà, c'était à force de... Comment dire, à force d'amuser mes camarades pendant tout mon parcours scolaire, tout ça, mes amis, et au bout d'un moment, comme tous les adolescents, on se demande ce qu'on va faire plus tard, enfin, vers quelle branche on va s'orienter. Et puis en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis c'est même quelqu'un d'autre qui m'a dit, c'est un ami qui m'a dit, t'as qu'à faire de la bande dessinée puisque t'en fais tout le temps. Et j'ai pensé que c'était pas une mauvaise idée, quoi. Mais je voulais pas du tout m'orienter vers ça au départ, je savais même pas que c'était un métier. Voilà quoi. Donc finalement j'ai choisi cette voie-là et voilà. C'est assez simple finalement comme ça. D'accord. Une vocation en fait. Ouais, c'est ça le truc. C'est naturel. Ma deuxième question, c'est concernant la série Jules. Je voulais savoir comment l'idée était venue, parce que vous abordez les sciences de façon simplifiée pour les plus jeunes, ce qui est super. Et on voulait savoir si c'était une passion pour les sciences et la BD qui vous a amené à faire Jules, si c'était une demande de l'éditeur, si c'était une idée à vous. Non, là aussi c'est lié à l'enfance. En fait, quand j'avais 10 ans, c'était le grand frère d'un copain en fait, qui faisait des études scientifiques et qui m'a parlé en fait, de la théorie de la relativité. Et en fait, c'est une histoire que je raconte souvent parce qu'elle est très simple. En fait, il faut s'imaginer qu'un gamin de 10 ans, en fait, ça sort des contes pour enfants, du Père Noël, tout ça, et il s'aperçoit que tout ça est faux. Donc on lui a menti pendant toute sa petite enfance. Et là, il y a un gars qui vous raconte l'histoire la plus dingue que vous avez jamais entendue, un truc vous dites le temps est relatif, que le temps dépend de la vitesse, que tout dépend, que la matière dépend du temps, bref, de la vie. Enfin, c'est hallucinant. Et ça fait tellement tourner la tête que finalement, alors, il y a différentes choses, mais enfin, surtout ce qui est important, c'est que c'est une histoire, c'est la première fois que j'entends une histoire aussi folle et qui était vraie. Pour une fois, c'était vrai. Et je me disais, mais non, mais c'est fou, mais pourquoi on ne raconte pas ça à l'école? Ça me paraissait tellement évident de ce genre d'histoire, je sais pas, je l'avais entendu, j'avais 10 ans, donc j'étais capable de l'entendre. Donc je pense qu'il y avait plein d'enfants en fait, qui étaient prêts à l'entendre aussi, cette histoire. Et je trouvais que c'était une grosse lacune qui me manquait et qui manquait à tout le monde. Et je m'apercevais aussi qu'il y avait beaucoup d'adultes qui n'étaient pas au courant de ça. Et à partir de là, on se dit, mais on vit vraiment dans un monde d'ignorants, parce que je pense que c'est des questions essentielles quand on parle de relativité. Quand moi j'avais des problèmes existentiels quand j'étais gamin, et déjà ça me donnait une réponse en fait. Ça me donnait pas de réponse concrète, mais je m'apercevais en fait qu'il y avait quelque chose qui en fait commençait à résoudre en fait mes problèmes existentiels à travers l'univers et l'infini. Et donc voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, allons-y. Quand j'ai eu l'occasion en fait, de faire une bande dessinée comme ça, jeunesse, je me suis dit, voilà, ça c'est la bonne solution, c'est de faire des histoires en fait, basées là-dessus. Voilà. Merci. Merci d'avoir répondu à cette question. Donc bon, vous avez aussi répondu à la question, êtes-vous passionné de science, donc ça tombe bien, au passage. Oui, mais pas non plus, je suis vraiment, c'est en dilettante, quoi, je suis pas non plus une grosse tête, quoi, par rapport à ça. Moi j'aime en fait tout ce qui me fait me questionner, en fait. Et je continue à penser que c'est des choses très très simples, en fait, des choses qui tiennent on ne rentre pas dans des problématiques ultra poussées, quoi. C'est des trucs qui sont plutôt liés aux problèmes existentiels, à ce qu'on est à notre vie. Et je trouve que des fois, il y a des choses en fait, dans le monde des sciences qui répondent déjà pas mal et qui surtout en fait, nous aident à comprendre qu'on n'est pas le centre du monde. Et ça me paraît essentiel. Voilà.
Très bien. Maintenant, je vais rebondir sur une autre série que vous faites, c'est celle des contes de fées détournés. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un nom particulier pour le coup, mais... C'est les 7 ours nains, en fait. Ouais, c'est eux les héros à chaque fois. Les fameux héros, ou anti-héros des fois même, qui partent en courant, ils ne veulent pas sauver la princesse. Donc je voulais savoir un peu comment était venue l'idée de mélanger, de faire un gros mélange de tous les contes de fées. Parce que en fait, c'est pareil. En fait, c'est toujours lié à mon enfance parce que quand j'étais enfant, tout se confondait un peu, quoi. Je trouvais que c'était bizarre que le chiffre, il y avait des chiffres qui revenaient, le chiffre 7, le chiffre 3, souvent. Et des fois, on se disait c'est marrant, on retrouve toujours plein d'éléments, des princesses partout, des princes, des histoires d'abandon. Enfin, et je me disais, à tel point que des fois je les confondais. Moi, je confondais Blanche-Neige et je ne sais plus, la Belle au Bois dormant, enfin peu importe. Mais je me disais, il y a peut-être moyen de raconter autre chose. De recycler les contes anciens et de leur donner en fait pour qu'ils retrouvent leur valeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait faire des histoires en fait qui sont adaptées à notre monde et qui racontent aux enfants un petit peu, reprendre finalement l'utilité du conte qui était en fait préparer l'enfant au monde qu'il attendait. Et c'est pour ça que les vieux contes en fait c'est souvent des histoires horribles parce que le monde était horrible et je pense qu'il continue à l'être aujourd'hui. Donc il faut préparer les enfants plutôt que les préserver comme font beaucoup dans le monde de l'édition jeunesse. On essaye de coucouner l'enfant, surtout de ne pas le traumatiser et tout. Et moi je pense qu'il faut traumatiser en fait les enfants parce que ce qui leur attend c'est très moche et puis surtout il faut que ça change. Donc à partir de là il faut qu'ils en prennent conscience assez rapidement. Donc, voilà, et c'est dans ce sens-là. Mais toujours avec le ton de l'humour parce que je pense qu'il y a que ça pour faire passer en fait des leçons, c'est pas des leçons de morale, mais en fait des leçons de vie. En fait, il vaut mieux toujours dire ça avec un petit sourire. Je pense que ça s'imprègne mieux dans la tête de l'enfant de cette façon. Voilà. Ça me fait penser à la télé à la fin dans des volumes. Enfin, c'est un peu l'ennemi à la fin. La télé, ils sont tous lobotomisés par la télé. Il y a un message derrière. Oui, ça veut dire que moi je pense que le monde dort, on dort tous. On est en train de se faire bouffer en fait par quelques-uns qui dirigent la planète, qui sont complètement inconscients, pour pas dire irresponsables, inconscients, ignorants. Et pendant ce temps-là, le peuple, on l'endort avec la télé et c'est la société de consommation. Et je trouve ça, moi je le vois, plus on le voit avec de la distance, plus on trouve ça aberrant. Et j'ai l'impression de vivre vraiment dans la Belle au Bois dormant. J'ai l'impression que tout le monde dort quoi, et que personne ne se réveille. Pourtant, on le sait ce qui va mal. On connaît en plus les responsables et personne ne fait rien. Tout le monde laisse couler. Et tout le monde baisse les bras et je trouve ça terrible. Donc il faut le dire rapidement aux enfants parce que finalement il ne faut pas compter sur les adultes, il faut compter sur les générations futures en fait, qui doivent changer ça parce que de toute façon sinon en tout cas on n'a pas le choix. Donc sinon on n'est pas capable de le faire, peut-être que le feront. Voilà, je sais pas. Je compte sur eux, c'est par l'acheter. Comme les ours. Voilà. Mais c'est nous les ours, c'est bien clair. C'est une représentation de nous-mêmes quoi. On est mignon, mais on est petit, on est lâche, on est enfermé sur nous-mêmes, on est égocentrique, voilà quoi, c'est ça. Puis on est poilu. Surtout. Alors, ma dernière question, c'était est-ce que vous avez des nouvelles parutions l'année prochaine, ou alors des projets, des idées? Ouais, actuellement je suis en train de travailler sur un deuxième Spirou. Mais à savoir quand est-ce que ça va se terminer, je ne sais pas du tout parce que j'ai commencé donc à construire cette histoire et bon c'est un truc un peu ambitieux. Alors il faut que je fasse ça sereinement. Après là aussi beaucoup de recul, mais du coup c'est pas des trucs c'est pas programmable. En fait moi ça fait 5 ans qu'on me demande si je veux pas faire un deuxième Spirou et j'attends en fait le moment d'avoir l'histoire, d'avoir tous les éléments pour pouvoir construire son histoire. Et en ça, voilà, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas quand est-ce que mon prochain bouquin va sortir. On verra. Prendre son temps surtout. C'est ça. D'accord. Voilà. Eh bien super. Merci beaucoup, Émile Bravo. Merci à vous.